Aussi belle et merveilleuse que puisse être la consolation, nous ne pouvons pas passer notre vie dans les bras d'autrui, et c'est là qu'intervient l'autoconsolation, c'est-à-dire la capacité à s'autoconsoler soi-même dans les moments durs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Dors bien, vis mieux. Donc si c'est la première fois que vous me rejoignez, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Kevin et mon ambition est d'aider les personnes à mieux dormir en travaillant sur l'estime de vous-même. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'autoconsolation. Qu'est-ce que l'autoconsolation et surtout, en quoi cela va vous aider à mieux dormir? Avant de parler d'autoconsolation, il faut bien sûr parler de consolation. Alors, qu'est-ce que la consolation? La consolation, c'est très simple. Déjà, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être consolé. Donc, dans la vie, il y a ce qu'on appelle des souffrances. Donc, ça peut être des souffrances bénignes, comme une petite contrariété de passage, souvent insignifiante, pouvant aller jusqu'à des choses très graves, comme un drame par exemple, la perte d'un proche. Et c'est là qu'on va avoir besoin d'être consolé. Alors, la consolation, malheureusement, nous vivons dans un monde où elle est mal vue, c'est-à-dire qu'une personne qui a besoin d'être consolée, pardon, c'est mal vu, c'est être en position de faiblesse. Ce phénomène est d'autant plus intensifié dans des moments où il y a des groupes d'individus, comme par exemple dans le monde du travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai remarqué, je l'ai constaté au travers de ma propre expérience, comme les gens que j'accompagne. De manière générale, lorsque l'on est mal dans sa peau et qu'on a besoin d'être consolé, cela est considéré comme être faible en fait. C'est-à-dire que il va y avoir celui qui va se moquer de vous et toutes les autres personnes qui vont le suivre aveuglément. C'est comme si avoir le besoin d'être consolé était une faiblesse. Ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la société élitiste tend plutôt vers l'isolement. Par exemple, on récompense les meilleurs vendeurs, ce genre de choses, alors que la consolation a quand même le mérite d'aller à contresens de ce système, puisque elle va tendre plutôt au rassemblement. C'est-à-dire que lorsque vous avez besoin d'être consolé, eh bien une personne ou plusieurs vont venir vers vous, et le rôle de cette consolation, contrairement aux idées reçues, c'est pas forcément de parler, de faire de grands discours philosophiques, poétiques, etc. Non, c'est d'aller vers le plus simple possible et simplement de dire à la personne qui a besoin d'être consolée, voilà, je ne peux pas changer ce qui t'est arrivé, je suis moi-même dans l'incapacité d'agir, par contre, je suis là à tes côtés. Et ce que je peux te promettre, c'est que aujourd'hui, à cet instant présent, je suis là et je donnerai le maximum pour t'aider, pour t'accompagner dans cette épreuve que tu traverses. C'est ça le rôle de la consolation. Alors, bien sûr, j'ai évoqué le fait que nous vivons dans une société qui tend plus vers l'isolement que le rassemblement, et pourtant, il y a des espèces comme les singes, les dauphins, des mammifères. On va parler d'espèces consolatrices, c'est-à-dire que ces espèces vivant en communauté, lorsque l'un de leurs membres va être blessé, eh bien les autres membres du groupe vont ressentir de l'empathie. Ils vont vraiment se mettre à la place de la personne blessée et ressentir leur souffrance. C'est-à-dire que quand un membre de leur groupe est blessé, eh bien les autres de la tribu ressentent également cette souffrance à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que les éthologues expliquent que les espèces consolatrices ont l'avantage évolutif, car elles peuvent se mettre à la place des autres, et cette capacité d'empathie, de ressentir la souffrance d'autrui et surtout de la consoler, c'est un avantage puisque cela enrichit le groupe. Alors, lorsque l'on veut consoler quelqu'un,
il y a quand même deux aspects qu'il faut évoquer. Le premier, c'est bien sûr l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de cette personne pour être capable de ressentir sa souffrance. On parle d'empathie. Donc ça, c'est la première chose. Et dans un deuxième temps, on parle de compassion, où là, c'est l'étape au-dessus, c'est-à-dire, en plus de ressentir la souffrance de l'autre, on va avoir cet élan sincère de vouloir consoler spontanément la personne. Alors bien sûr, lorsqu'on va consoler cette personne, il faut que cela soit sincère, que ça vienne de votre cœur. C'est le philosophe Bobin qui disait que tout ce qui est fait en soupirant est taché de néant. C'est-à-dire que lorsque vous consolez une personne, il faut bien sûr que cela soit sincère et que vous avez vraiment envie de la consoler sans rien attendre en retour. Alors pourquoi je dis sans rien attendre en retour? Parce que lorsqu'une personne est consolée, parfois elle ne va pas exprimer son réconfort dans l'immédiat. Elle va peut-être, dans sa souffrance, elle va peut-être pleurer, elle va peut-être être distante, se renfermer, se replier sur elle-même. Par contre, lorsque vous allez partir, cette personne va repenser à votre présence, au fait que vous avez été là pour elle à ce moment-là. Vous ne saviez pas par où commencer, mais vous ne savez peut-être pas quoi dire, ce n'est pas grave, au moins vous avez été présent, vous lui avez tendu la main. Et c'est un peu ce que je dis dans la consolation, c'est que la consolation, c'est tendre la main à quelqu'un sans forcément parler, mais lui dire que je suis là à tes côtés et je t'aide à te relever et ensemble, on va avancer. Alors c'est sûr que la consolation, malheureusement, on est dans une société où cela est très mal vu et on peut expliquer cela dans les grandes lignes par rapport à notre enfance, l'éducation que nous avons reçue de nos parents et l'éducation que eux-mêmes ont reçue de leurs propres parents. Et c'est vrai que de manière générale, alors ça je l'ai constaté au travers de mes recherches et même certaines personnes que j'accompagne, alors j'ai remarqué en général, c'est que les filles, quand elles sont petites, elles vont avoir plus l'autorisation d'être mal, de pleurer. Et que ce soit de la mère comme de leur père, leurs parents vont se rapprocher d'elles, savoir qu'est-ce qui va pas, elles peuvent l'exprimer, je suis à ton écoute, pas de problème. Par contre, du côté masculin, c'est pas du tout le même discours. De manière générale, quand un garçon pleurait, eh bien, aussi tragique que cela puisse paraître, on lui faisait comprendre qu'il était faible. C'est-à-dire que, ah, tu pleures, eh bien, tu es faible. Tais-toi, rabale tes sentiments, il faut être fort dans la vie. Et le problème, c'est que cela n'a fait que endurcir le caractère du garçon, mais surtout lui faire comprendre que si jamais il ressent du mal-être, de la souffrance, cela est mal vu et ça fait de lui un être inférieur. Contrairement aux filles où elles ont été plus acceptées, la souffrance a été plus tolérée, plus acceptée par ses parents, et quand une fille pleurait, elle comprenait que cela faisait partie de l'humanité, que pleurer était un aspect de sa personnalité, et que c'était normal, et que c'est pas parce qu'une fille va pleurer qu'elle va perdre l'amour de ses parents. Et je me rappelle, à titre personnel, quand j'étais enfant, je devais avoir à peu près 10 ans, on jouait avec les voisins devant les maisons de nos parents et on avait capturé des petits lézards. Voilà, on jouait avec, on les avait capturés, on les avait mis dans un petit aquarium avec des cailloux, des plantes, etc. Et forcément, au moment de rentrer chez soi, on devait relâcher ces lézards. Et on l'avait fait. Et moi, ça m'avait mis dans un état, mais j'étais extrêmement triste. Et je me suis assis sur le banc, j'avais des larmes aux yeux. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, le père de mon copain d'enfance à l'époque m'avait vu. Il était venu, il s'est assis lentement, calmement à côté de moi, et il m'a consolé. Alors, aujourd'hui, cela fait plus de 30 ans, je suis incapable de vous dire les mots qu'il m'a dit. Par contre, je me rappelle vraiment de sa posture, de son comportement et de sa bienveillance. Il s'est assis à côté de moi, il m'a parlé, il voulait savoir qu'est-ce qui allait pas, et il ne m'a pas jugé.
il ne m'a pas critiqué, j'avais pas l'habitude, car c'est vrai qu'à l'époque c'était mal vu de pleurer. D'ailleurs, j'osais même pas en parler à mes parents, j'osais même pas me montrer à mes parents. Et lui, il est vraiment allé à contresens de ses habitudes et il s'est assis, il m'a écouté et il m'a consolé. Et rien que ça, bah, à aujourd'hui, je m'en rappelle encore, ça résonne encore en moi et je lui en suis très reconnaissant. Alors concernant la consolation, il y a quelques idées reçues qu'il faut bien sûr corriger, c'est de croire qu'il faut absolument parler avec les mots justes ou faire de grands discours. Et c'est pas du tout ça la consolation, c'est simplement d'être présent auprès de la personne, même si on ne parle pas, ça peut être mettre la main sur son épaule, ça peut être lui faire un câlin. Alors en fait, pour résumer la consolation, comme disait le philosophe André Comte-Sponville, la consolation, elle est toujours nécessaire, mais elle est toujours insuffisante. Parce que elle est nécessaire parce qu'une personne a toujours besoin d'être consolée, mais elle est toujours insuffisante parce que c'est sûr que lorsqu'une personne a subi un deuil, a subi la perte d'un proche, on ne peut pas changer ce qui s'est passé, on ne peut pas ramener la personne en vie. Lorsqu'une personne a vécu une rupture amoureuse, on ne peut pas faire changer d'avis la personne qui est partie. Lorsque une personne a perdu son travail, on ne peut pas, d'un coup de baguette magique, lui donner un autre travail dans lequel elle s'épanouira. Par contre, on peut lui prendre la main, on peut la consoler, être à côté et lui dire que simplement, je suis là à tes côtés et je donnerai le maximum pour t'aider. Alors, pourquoi l'autoconsolation? En fait, aussi belle et merveilleuse que puisse être la consolation, on peut penser à juste titre que dans la consolation, il y a un aspect de dépendance, puisque le noyau dur, le centre de la consolation, c'est la présence d'une personne. Donc du coup, lorsque vous avez besoin d'être consolé, il faut l'intervention d'un proche, d'un ami, pour vous accompagner dans votre douleur. Mais nous ne pouvons pas passer notre vie dans les bras d'autrui, et c'est là qu'intervient l'autoconsolation, c'est-à-dire la capacité à s'autoconsoler soi-même dans les moments durs. L'autoconsolation est alors essentielle, c'est une étape qui permet de vous remettre en lien avec la vie. Alors quand on parle d'autoconsolation, les gens pensent toujours à la méditation. Alors, c'est en partie vrai, la méditation a fait ses preuves dans le bien-être personnel, mais ce n'est qu'un aspect de l'autoconsolation. Il y a énormément de moyens de s'autoconsoler, donc je vais vous en parler d'un essentiellement. Tout simplement, c'est lorsque vous n'êtes pas bien et que vous avez besoin de vous consoler, d'aller mieux, plutôt que de soit chercher à la méditation ou même s'auto-parler, hein, les paroles positives, bon, qui font partie également de l'autoconsolation, mais le conseil que j'aime bien donner, c'est simplement lorsque vous êtes mal et que vous êtes seul, c'est de prendre l'air, d'être au contact de la nature. La nature est une grande consolatrice. La nature a également une puissance incomparable et une immensité, comme regarder une montagne, regarder le ciel ou regarder un océan. C'est beau de regarder les vagues, la mer, et rien que cela a été prouvé, cela a un aspect de guérison pour soi-même, d'être au contact de la nature. Et c'est vrai que lorsque j'interroge les gens, que je leur demande quand vous êtes mal mais seul, qu'est-ce que vous faites pour aller mieux, beaucoup de personnes me disent que simplement ils mettent leurs chaussures et ils vont prendre l'air. Ils vont faire leur passion. Ça peut être du jardinage, ça peut être du bricolage, ça peut être marcher, ça peut être regarder le ciel, admirer un paysage, mais la nature revient souvent en ce qui concerne l'autoconsolation. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à vous en faire part, car c'est un moyen très simple et naturel d'aller mieux,
Alors qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une époque où le réflexe, c'est quand même de sortir son téléphone portable et de surfer sur Internet ou d'aller sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des avantages à ces méthodes de nouvelles technologies, mais en termes de consolation, des centaines d'études le montrent, lorsque vous êtes mal et que vous passez votre temps sur vos écrans, notamment dans les réseaux sociaux, non seulement cela a un effet inefficace pour vous consoler, vous êtes toujours dans votre peine, même si vous croyez que vous vous changez des idées, mais en plus, les réseaux sociaux, les écrans, ont un effet d'accentuer cette souffrance qui sommeille en vous. Et c'est très mauvais pour votre bien-être. Alors que la nature, elle, lorsque l'on est malheureux, on a l'impression que le temps est figé, que le temps ne passe plus et qu'on va passer toute notre vie dans cet état de mal-être. Et là où la nature intervient, en plus d'offrir ces magnifiques paysages, c'est que la nature, avec toute son immensité, vous rappelle que rien n'est figé et que chaque souffrance, aussi intense et légitime soit-elle, ne dure qu'un temps. Il existe beaucoup de moyens de s'autoconsoler, comme la méditation, se parler à soi-même, ce qu'on appelle l'endophasie, se parler de manière bienveillante, faire un art aussi, faire un sport, faire de la cuisine. Ces moyens sont tout aussi efficaces, mais si je devais vous donner qu'un seul conseil, ce serait simplement de ne penser à rien et de sortir. Lorsque vous éprouvez une souffrance, sortez, allez respirer et observez à quel point la nature est consolatrice par son silence. Là où l'autoconsolation est très efficace par rapport à la consolation, c'est qu'elle ne dépend que de vous-même, alors que la consolation dépend d'autrui. Et pour en venir au lien avec le sommeil, malheureusement, le cerveau humain est conçu pour toujours ruminer les pensées négatives, toujours. Quand vous avez passé une bonne journée, il suffit que le soir, il se passe une petite dispute avec votre conjoint, votre conjointe, l'un de vos enfants qui a fait un caprice, bon. Et bien au moment de dormir, vous allez constamment ruminer ces pensées, ruminer alors que le reste de la journée aura été plutôt positif. Et là où l'autoconsolation a son efficacité, ce n'est pas d'oublier de fermer les yeux sur ce qui s'est passé, mais l'autoconsolation va vous permettre donc de ressentir cette souffrance, mais à sa juste valeur, sans en intensifier la douleur, car les pensées négatives ont tendance à ressurgir dans votre esprit et toujours tourner en boucle, et au moment de dormir, cela ne vous permet pas du tout de vous apaiser et de vous endormir sereinement. Donc voilà dans les grandes lignes ce qu'est l'autoconsolation, ce qu'elle peut vous apporter. Je vous propose que nous regardions de manière très simple, au travers ce support que je vous ai préparé, un petit résumé de ce que nous avons vu. Donc comme vous pouvez le voir, la première partie à gauche de cette page met en lumière l'impact de la solitude, un état où l'on se sent isolé et privé de tout soutien émotionnel. En situation de solitude, des ruminations mentales prennent souvent le dessus, alimentant vos pensées négatives, et cela favorise les sentiments de dépression. Ce cercle vicieux intensifie la souffrance émotionnelle et morale, ce qui entraîne une baisse importante de votre bien-être général. Ensuite, c'est là qu'intervient la consolation. Lorsqu'un événement difficile ou traumatisant survient, c'est une réponse humaine naturelle qui vise à apaiser les émotions et restaurer un certain équilibre intérieur. La consolation se manifeste par le soutien bienveillant apporté par une personne. Ce soutien est souvent délicat et demande une approche empathique. Bien que les effets de la consolation soient parfois progressifs, donc je parle d'effets à retardement, elle contribue néanmoins à réduire la souffrance et à remonter le moral. Cette étape de consolation repose sur l'interaction humaine, essentielle dans les moments où l'on se sent vulnérable. Et en dernière partie, l'autoconsolation. Donc c'est une compétence clé, propre à soi-même,
pour retrouver son équilibre émotionnel, sans dépendre exclusivement de quelqu'un. L'autoconsolation repose sur l'indépendance émotionnelle, apprendre à s'apaiser par ses propres moyens. Cela inclut comme aller au contact de la nature. L'avantage de l'autoconsolation, c'est qu'elle offre une grande diversité de moyens accessibles pour réduire la souffrance et augmenter votre bien-être. Contrairement à la consolation, qui dépend d'une aide extérieure, l'autoconsolation produit des effets durables car elle renforce notre résilience émotionnelle. Résultat, une diminution globale de la souffrance et une remontée significative du moral. Donc en résumé, on part de l'état de solitude, souvent déclenché par un événement difficile. Grâce à la consolation reçue d'autrui, on amorce une amélioration. Et enfin, en développant sa capacité d'autoconsolation, on devient plus autonome face aux défis émotionnels, ce qui améliore votre bien-être. La consolation offerte par une autre personne joue un rôle clé, surtout dans les moments difficiles. Elle apporte un soutien immédiat, un réconfort émotionnel, et surtout, elle montre que l'on n'est pas seul. Et de son côté, l'autoconsolation permet de développer une autonomie émotionnelle. Elle vous permet de gérer vos propres émotions de manière durable, surtout lorsque personne n'est disponible pour vous consoler. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis des flèches des deux côtés, parce que la consolation et l'autoconsolation s'enrichissent mutuellement. Même lorsqu'on apprend à s'autoconsoler, cela ne signifie pas qu'on n'a plus besoin des autres. En réalité, développer sa capacité d'autoconsolation renforce notre aptitude à recevoir la consolation extérieure de manière plus sereine et à en tirer le meilleur bénéfice. Et à l'inverse, recevoir de la consolation de la part d'autrui peut nous inspirer et nous apprendre comment nous consoler nous-mêmes par la suite. Donc en résumé, je ne suis pas en train de vous dire que l'autoconsolation est le seul moyen à utiliser, mais l'autoconsolation et la consolation sont deux aspects qui s'entretiennent mutuellement. L'autoconsolation et la consolation ne sont pas deux approches opposées, mais bien deux éléments qui se complètent pour vous aider à surmonter les défis émotionnels. Ensemble, elles forment un cercle vertueux qui renforce votre bien-être émotionnel et votre résilience. Cette complémentarité est vraiment une richesse que je vous encourage à appliquer dans votre vie quotidienne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercierai de mettre un pouce, de la partager et également de mettre un commentaire. Je serai ravi d'en prendre conscience et d'y répondre. La consolation et l'autoconsolation est en grande partie ce que je propose dans mon appel d'accompagnement. Si cela vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Dors bien, vis mieux.